La glace des pôles fond à vue d'œil. Bon, jusqu'ici, rien de nouveau sous le soleil. Mais concrètement, quel impact cela a-t-il sur nous? Certaines choses ne sont bonnes à déguster que lorsqu'elles sont froides, comme la crème glacée, qui ne réjouit les papilles que lorsqu'elles font dans la bouche. Ou encore un cocktail. Tant que les glaçons le maintiennent au frais, on le sirote avec plaisir. Mais s'ils fondent complètement, il n'en reste plus qu'une mélasse chaude et diluée. Et quoi de plus écœurant qu'une crème glacée qui a fondu au soleil? Qui aurait envie d'avaler ces mixtures indigestes? Les régions polaires renferment 30 millions de kilomètres cubes de glace. Elles ont le même effet refroidissant sur notre planète que les glaçons dans un cocktail. Mais cette glace ne cesse de fondre. Der Grund für dieses starke Schmelzen ist, dass wir noch nie so hohe Kohlenstoffdioxidkonzentrationen in der Atmosphäre gemessen haben, wie wir es heute tun. Wir werden dann in eine Warmzeit laufen, die die Erde schon durchgemacht hat, aber eben unter ganz anderen Bedingungen. Da gab es noch keine Menschen. Dann würde unser Meeresspiegel um 7 Meter allein durch das Abschmelzen von Grönland und um weitere 58 Meter durch die Antarktis ansteigen. Pour résumer, il ferait donc plus chaud sur Terre et on y serait aussi plus à l'étroit. Mais sans glace, notre planète finirait-elle par être aussi insupportable qu'un cocktail chaud ou une crème glacée toute ramollie? Avons-nous besoin des glaces polaires? Notre planète totalement dénuée de glace? Jusqu'à récemment, c'était tout bonnement impensable. Certes, les glaciers de haute montagne ne cessent de reculer depuis des décennies. Mais il ne s'agit là que d'une infime partie de la glace sur Terre. Les plus grands volumes de glace, les calottes glaciaires, se situent au niveau des pôles de notre planète. L'Arctique, un véritable océan sous la glace. D'énormes blocs, pouvant faire jusqu'à 5 mètres d'épaisseur, flottent à la surface de cette vaste étendue d'eau. Lorsqu'une tempête fait rage, ils peuvent s'empiler les uns sur les autres jusqu'à atteindre 25 mètres de hauteur. Température moyenne annuelle, moins 30 degrés Celsius. L'Antarctique, en revanche, est un véritable continent sous la glace. Par endroits, son altitude peut atteindre 4800 mètres. Température annuelle moyenne, moins 50 degrés Celsius. Mais qu'est-ce qui peut bien encore fondre ici? In den letzten 40 Jahren hat das arktische Meereis um ca. 3 Millionen Quadratkilometer verloren. Das bedeutet, das ist ungefähr die Fläche 8-mal von Deutschland. Und auch der grönländische Eispanzer schmilzt. Und das mit ungefähr 290 Milliarden Tonnen pro Jahr. L'Antarctique n'a toutefois rien à envier à l'Arctique. Ici, la banquise ne diminue pas, mais la calotte glaciaire et les glaciers ne cessent de fondre. Eux aussi, à l'instar du Groenland, perdent des centaines de milliards de tonnes de glace par an. Mais revenons donc un peu en arrière. C'est quand même étrange que l'eau de mer gèle exclusivement au niveau des pôles et qu'il y tombe autant de neige, non? Pourquoi précisément dans cette région du globe et pas ailleurs? La Terre est une boule. Lorsque les rayons du Soleil atteignent la surface de notre planète, au niveau des pôles, ils sont rasants. Leur énergie est répartie sur une zone plus étendue qu'à l'équateur, où le rayonnement frappe la Terre à la perpendiculaire. Autrement dit, une grande quantité d'énergie concentrée sur une petite surface. Et comme l'axe de notre planète est incliné, chacun de ces deux pôles ne reçoit aucun rayonnement solaire pendant 4 mois de l'année. En comparaison avec le reste du globe, ils sont donc sous-approvisionnés en énergie solaire. Résultat, il y règne un froid glacial permanent. Tout porte à croire que ça va durer éternellement. Selon les chercheurs, le Soleil est censé briller encore 5 milliards d'années. La Terre, quant à elle, restera une boule et continuera de tourner. Enfin, si aucun élément extérieur ne vient l'en empêcher. Et pourtant, dans les régions polaires, la glace fond.
Über die letzten 800.000 Jahre hat es einen steten Wechsel zwischen Warmzeiten und Eiszeiten gegeben. Nur über die letzten 10.000 Jahre hat sich das Klima sehr stark stabilisiert und die globale Mitteltemperatur hat gerade mal um etwa 1 Grad hin und her geschwankt. Dadurch gab es sehr verlässliche Regenzeiten, sehr verlässliche Trockenzeiten. Die Ökosysteme waren stabil und all das hat dazu geführt, dass zum Beispiel auch sehr stabile Ernten gab. Und dadurch konnten sich eigentlich erst die heutigen Zivilisationen, wie wir sie kennen, so entwickeln, wie sie das getan haben. Nach dieser langen, stabilen Phase des Klimas haben wir jetzt eben das Anthropozän eingeläutet, also das Zeitalter des Menschen. Und durch unseren Ausstoß von Treibhausgasen, zum Beispiel durch das Verbrennen von fossilen Ressourcen, greifen wir eben sehr stark in das Klimasystem ein. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Le Soleil fournit constamment de l'énergie à la Terre et réchauffe ainsi les sols et l'eau des océans. Normalement, ces derniers doivent renvoyer une partie de cette énergie, sous forme de rayonnement thermique, vers l'espace. Un phénomène permettant à notre planète de réguler en permanence sa température. Mais les nuages, et surtout les gaz à effet de serre, tels que le CO2, empêchent ce rayonnement thermique de s'échapper vers l'espace et le renvoient en direction de la Terre. Résultat, l'atmosphère se réchauffe. Mais heureusement, les régions polaires sont là. Wenn es die Selbstkühlungsmechanismen der Erde, also zum Beispiel durch die Polargebiete, wenn es die nicht gäbe, dann wäre die globale Erwärmung jetzt schon viel stärker, als wir sie zurzeit beobachten. La glace joue donc un rôle clé dans le système climatique de la Terre. Et là, vous vous dites « Ah ok, j'ai compris, la glace refroidit la planète comme les glaçons refroidissent le cocktail. » Eh bien, dans ce cas précis, ce raisonnement est faux. Comme les pôles ne reçoivent qu'une toute petite part de l'énergie solaire, les océans et l'atmosphère de ces régions polaires sont déjà glaciales. Et c'est justement ça qui entraîne la formation de neige et de glace. Le fait que la glace des pôles refroidisse la Terre est dû à toute autre chose. Der Schnee auf dem Meereis macht das Eis von oben quasi noch weißer und damit sorgt er dafür, dass ein Großteil der einfallenden Solarstrahlung zurückreflektiert wird. Um genau zu sein, bis zu 90% von dem, was ankommt, geht zurück ins All, weil wir den Schnee oben auf dem Meereis haben. Geil! Wenn der Schnee weg ist, wird die Meereisoberfläche dunkler. Das heißt, es wird nicht mehr ganz so viel Solarstrahlung zurückreflektiert, aber immerhin immer noch bis zu 70% der einfallenden Strahlung. Und dadurch, dass das Eis der Polarregionen die einfallende Solarstrahlung zurückwirft, kann diese Energie nicht dafür verwendet werden, den Ozean oder die umliegenden Landmassen zu erwärmen, sondern die Polarregionen sorgen damit auf natürliche Art und Weise dafür, dass unsere Erde nicht überhitzt und die Polarregionen kühl bleiben. La réflexion du rayonnement solaire est appelée effet d'albédo. Jusqu'ici, tout est clair. Mais ce phénomène pourrait-il un jour cesser juste parce que l'atmosphère ne s'est réchauffée que d'1 degré ? À première vue, cela semble un peu exagéré. Mais malheureusement, ça ne l'est pas. Le réchauffement progressif de la planète a en effet engendré une réaction en chaîne. Une première réaction en a entraîné une deuxième, puis une troisième, comme le montre la fameuse vidéo intitulée « Le cours des choses », réalisée en 1987 par les 2 artistes suisses Peter Fischli et David Weiss. Un événement en entraîne inexorablement un autre et ainsi de suite. Et c'est exactement ce qui se passe avec la glace en Arctique. Wenn das Meereis verschwindet, bedeutet das, dass wir immer mehr vom offenen Ozean sehen, so wie man das jetzt hier sieht. Das heißt, all die ankommende Solarstrahlung wird nicht mehr zurück ins Weltall reflektiert, sondern geht in den sich immer mehr öffnenden Ozean. Er wird also wärmer und diese Wärme gibt er einerseits wieder an die Atmosphäre ab, sodass die Atmosphäre auch wärmer wird. Gleichzeitig wird die Wärme aber auch genutzt, um das Meereis weiter zu schmelzen und somit wieder weitere Flächen des Ozeans freizugeben. C'est ce qu'on appelle une rétroaction positive. C'est une des raisons pour lesquelles la température de l'Arctique augmente 2 à 3 fois plus vite que la température moyenne de la Terre.
Une eau plus chaude gèle aussi plus tard dans l'année. Cela signifie que la banquise a peu de temps pour se former. Or, une fine couche de glace aura tendance à fondre plus facilement. La vérité est manifeste. Avec moins de glace, le cocktail de l'Arctique est refroidi plus lentement. Wenn die Selbstkühlungsmechanismen der Erde nicht mehr funktionieren, dann verlassen wir sozusagen dieses sehr stabile Klima, wie wir es bisher kannten, und betreten damit Neuland im Anthropozän. Et nous avons déjà tous eu un aperçu de ce nouveau monde. En France, en Allemagne et dans d'autres pays d'Europe, les épisodes de sécheresse se multiplient. En Californie et autour de la Méditerranée, des incendies dévastent les forêts en période estivale. Et même le Canada connaît des vagues de chaleur extrêmes avec des pics de température à plus de 50 degrés. D'autres régions de la planète subissent quant à elles de graves inondations. Des vagues de froid exceptionnelles frappent aussi des zones habituellement épargnées par la neige et le verglas. Mais quel est le rapport avec la fonte de l'Arctique ? Il y a quand même une sacrée distance qui nous sépare, non ? On n'aurait pas fait un petit raccourci ? Die Arktis ist gar nicht so weit weg, wie wir uns das vorstellen, denn wir sind global alle miteinander verbunden durch die Zirkulationssysteme in der Atmosphäre, aber auch im Ozean. Das heißt, das, was in der Arktis passiert, bleibt nicht in der Arktis. Évidemment, l'atmosphère ne connaît pas de frontières. Toutes les régions de la Terre sont interconnectées grâce au vent. Tout ce qui se passe en Arctique aurait donc un impact sur le reste de la planète via les airs ? Les vents jouent le rôle de tapis roulant. Ils transportent des masses d'air et de l'énergie. Et ce, dans un seul et même but. Toujours ramener l'atmosphère à l'équilibre. Warme Luftmassen steigen nach oben, weil sie leichter und weniger dicht sind. Darunter verschwindet die Luft, der Druck sinkt und ein Tiefdruckgebiet entsteht. Kalte Luftmassen sinken nach unten, weil sie dichter und schwerer sind. Der Druck steigt und ein Hochdruckgebiet entsteht. Diese Druck- und Temperaturunterschiede versucht die Atmosphäre ständig auszugleichen und so entstehen Winde. Les masses d'air sont ballottées entre les zones de haute pression et les zones de basse pression, et entre le chaud et le froid. Plus les différences sont grandes, plus les vents sont forts. Régie par ces lois physiques, la glace influence le climat de toute la planète. Un système de vent a ainsi un impact direct sur notre météo, car il se trouve à la frontière entre la région polaire et les latitudes moyennes. Über den Polregionen ist die Temperatur nach wie vor sehr kalt, wohingegen sie über dem Äquator sehr warm ist. Und diesen Energieunterschied versucht die Atmosphäre ständig auszugleichen. Dies führt vereinfacht gesagt dazu, dass die Luftmassen immer vom Äquator zum Pol strömen möchten. Da sich nun aber die Erde dreht, werden diese Winde nach rechts abgelenkt und daraus entstehen in den mittleren Breiten die Westwinde. Die Westwinde treffen im Norden auf die polaren Kaltluftmassen. Dort vermischen sie sich zunächst nicht, die Temperaturunterschiede sind besonders groß und das nennen wir die Polarfront. Deshalb entsteht oberhalb der Polarfront ein besonders starkes Westwindband. C'est le fameux courant jet. Ce courant d'air emprunte une trajectoire sinueuse autour de la Terre à une vitesse comprise entre 200 et 500 km/h. Mais qu'est-ce que ce courant jet a à voir avec notre météo ? En premier lieu, il fait office de mur d'air et empêche que des masses d'air chaud et humide ne pénètrent directement dans l'Arctique. Et à l'inverse, il stoppe aussi la progression de l'air polaire vers le sud. À la frontière entre les deux, d'importantes masses d'air se rencontrent et donnent naissance à des tourbillons. C'est précisément là que se créent des zones de basse pression. C'est donc uniquement dans les latitudes moyennes que l'on assiste à des événements météorologiques. Précisément dans la zone qui abrite les plus grands greniers de notre planète. Et tenez-vous bien, c'est la forme du courant jet qui fait la pluie et le beau temps dans nos latitudes. Die Wellen des Jetstreams sind verbunden mit den Transporten und der Verteilung der Hoch- und Tiefdruckgebiete. Nehmen wir symbolisch einen Kreisel. Wenn dieser schnell dreht, dann ist er sehr stabil. Für unseren Jetstream bedeutet das, wenn die Winde schnell sind und die Temperaturunterschiede groß, dann weht er sehr geradlinig mit wenig Wellen.
Wenn die Arktis wärmer wird, wird der Temperaturunterschied zum Süden geringer. Für unseren Jetstream bedeutet das, dass er anfängt zu schwächeln und seine Wellen größer und ausladender werden. Und unter Umständen bleiben sie sogar stehen. Ok. Et l'amplification de ces ondulations crée de nouvelles voies de circulation, de grands tapis roulants pour les masses d'air. Le froid intense de l'Arctique peut alors se propager loin vers le sud et l'air chaud et humide circuler du sud vers le nord. Et lorsque les ondulations font du surplace, les zones de haute et de basse pression stagnent aussi. Plus cette immobilité dure, plus la situation météorologique est extrême, avec des vagues de chaleur et des pluies incessantes. Cela expliquerait-il les épisodes climatiques violents et les brusques changements de temps auxquels nous avons eu droit ces dernières années ? En février 2018, l'Arctique a en effet vécu la période la plus chaude de son histoire, avec une augmentation de 50 degrés Celsius en l'espace d'une journée, soit des températures printanières en plein hiver. À la même époque, la température en Sibérie a dépassé de 35 degrés les normales saisonnières. Et pendant ce temps-là, il neigeait à Rome. Mais les variations de température constatées n'expliquent pas à elles seules pourquoi la glace de l'Arctique fond aussi rapidement. Ce phénomène est dû à des processus de rétroaction, notamment en raison de la présence de lacs d'eau de fonte sur la banquise ou sur la calotte glaciaire. Ceux-ci augmentent non seulement en nombre, mais aussi en taille. Und das hat dann zur Folge, so wie man das hier sieht, dass die Oberfläche immer dunkler wird. Und dadurch, dass die Oberfläche dunkler wird, kann sie nicht mehr die 70 oder 80% der einfallenden Solarstrahlung zurückreflektieren, sondern nur noch 30 oder 40. Les lacs d'eau de fonte agissent en quelque sorte comme des bouillottes sur la glace. Bon, en l'occurrence, la chaleur est assez relative. Mais là-bas, une eau plus chaude, même d'1 degré, a un impact sur la glace. La réaction initiale de l'Arctique face au réchauffement de l'atmosphère a été le point de départ d'une interminable réaction en chaîne. Et l'on pourrait croire que ce cycle se répétera éternellement. Un phénomène qui se déroule sans interruption, inexorablement. Mais ce raisonnement est un peu léger et naïf, non ? Car on finira bien un jour par atteindre un point de non-retour à partir duquel tout va basculer. Ein Kipppunkt ist ein kritischer Schwellwert, zum Beispiel in der Temperatur. Wenn der erst einmal überschritten ist, kann es durch die selbstverstärkenden Mechanismen zu teils unumkehrbaren Prozessen kommen. Dann kann es beispielsweise in den Eisschilden von Grönland und Antarktis zum Abschmelzen von großen Bereichen kommen. Car le réchauffement climatique a également déclenché une réaction en chaîne en Antarctique. Bien qu'ici les températures soient beaucoup plus basses, d'énormes masses de glace manifestent d'évidents signes de fonte. Le glacier de la péninsule antarctique est peu à peu rongé par les vents chauds. Des milliers de kilomètres carrés de barrières de glace au large des côtes sont parsemés de lacs d'eau de fonte et se désagrègent en l'espace de quelques semaines. L'Est antarctique compte aussi des lacs d'eau de fonte. Jusqu'à récemment, on pensait que ce vaste glacier ne pourrait jamais fondre. Désormais, on compare sa situation à celle du Groenland. La situation est encore plus catastrophique du côté de l'Ouest antarctique. Ici, la barrière de glace qui donne sur la mer, mais aussi la partie terrestre du glacier, fondent en raison des courants marins chauds. Mais attendez une minute. C'est bizarre cette histoire. Comment une couche de glace sur le continent peut-elle fondre en raison de l'eau de mer chaude ? Cela a un rapport avec la fonte des barrières de glace. Celles-ci constituent en fait le prolongement sur la mer de vastes glaciers qui les poussent continuellement vers l'océan. Une partie de ces barrières de glace surnage, tandis que l'autre est immergée. Résultat, l'eau de mer n'atteint pas la terre ferme. Et c'est tant mieux, selon les dires de ce spécialiste. Das Fatale ist, dass große Teile des westantarktischen Eisschildes, aber auch des ostantarktischen, unterhalb des Meeresspiegels liegen. Und das ist denkbar ungünstig. Wenn nun also warmes Wasser
aus der Tiefe aufsteigt und an die Basis des Schelfeises gelangt, dann schmilzt es, dieses Eis. Und besonders dort, wo es eben sehr tief ist, an der Aufsetzlinie. Die Aufsetzlinie wirkt wie eine Barriere, wie eine Eisbarriere. Zieht sich diese Aufsetzlinie zurück, dann dringt der Ozean nach und füllt die dahinterliegenden Becken mit warmem Wasser. Das Schicksal des darüberliegenden Eispanzers ist damit besiegelt. Voilà comment certains glaciers de l'Ouest antarctique fondent inexorablement. Certains chercheurs pensent que l'on a déjà atteint un point de non-retour. Une autre région de l'Antarctique pourrait à son tour être victime du dérèglement climatique. La mer de Weddell. Là-bas, d'énormes barrières de glace se trouvent au large de la côte. Mais elles aussi commencent à être rongées par l'eau chaude venue du nord. Unter den Schelfeisen befinden sich tiefe Tröge, die sich bis weit ins Landesinnere erstrecken. Wenn nun in diese Tröge warmes Wasser gelangt, dann schmilzt es, das Schelfeis an der Basis. Das hat dramatische Folgen, denn ein Schelfeis wirkt wie ein Korken in der Sektflasche. Schelfeis blockiert, bremst den Fluss von Eis aus dem Landesinneren ins Meer. Wenn nun dieser Korken wegfällt, dann können ungehindert gewaltige Eismassen aus dem Landesinneren in das Meer fließen und somit zum Meeresspiegelanstieg beitragen. Les glaciers glisseraient et se désagrégeraient dans la mer jusqu'à épuisement des stocks de glace. Même les énormes et puissantes calottes glaciaires de l'Est antarctique risquent de disparaître définitivement. Cette désagrégation ne se fera pas du jour au lendemain. Elle pourrait s'étendre sur des centaines, voire des milliers d'années. Dafür dürfen wir uns nicht in die Irre führen lassen, denn der Kipppunkt, der letztendlich dazu führt, der könnte schon in den kommenden Jahrzehnten überschritten werden. Si l'on additionne les fontes de glace de l'Arctique et de l'Antarctique, la situation pourrait s'avérer plus dramatique qu'on ne le pensait. La majeure partie des calottes polaires pourrait bien finir par disparaître. Quel impact cela aurait-il sur notre climat ? Das Kippen der Eisschilde hat natürlich auch wieder Rückwirkungen auf das Klimasystem selbst. Das heißt, wenn wir große Bereiche der Eisschilde verlieren, dann bedeutet das auch, dass es eben auch wärmer auf unserem Planeten wird. Le système climatique pourrait alors devenir incontrôlable et surtout imprévisible. C'est notamment dû au fait que l'Arctique et l'Antarctique, ainsi que tous les éléments du système climatique, sont interconnectés à l'échelle mondiale via l'atmosphère, mais aussi via les courants marins. À l'instar des vents, ils assurent la distribution de l'énergie à l'ensemble de la planète. Le Gulf Stream, ou plutôt la dérive nord-atlantique par exemple, circule du sud vers le nord. Mais près du Groenland, l'eau a tellement refroidi qu'elle en devient plus dense, coule vers les profondeurs et rebrousse chemin vers le pôle sud. Et c'est précisément ce courant marin qui pourrait déclencher à son tour une réaction en chaîne. Wenn in Grönland große Bereiche abschmelzen und das Süßwasser in den Nordatlantik eindringt, dann kann es zu einer Verlangsamung des Atlantikstroms führen. Und das wiederum hätte Konsequenzen rund um den Globus, zum Beispiel auf den Amazonasregenwald oder die Monsunsysteme. Es würde auch zu einer Erwärmung im südlichen Ozean kommen, wodurch wiederum die Antarktis betroffen wäre. Une nouvelle qui fait froid dans le dos. Car le franchissement du point de non-retour climatique peut déclencher des effets néfastes en cascade. Cela signifie-t-il qu'une fois la réaction en chaîne enclenchée, c'est tout le système qui finira par s'effondrer ? Durch diese Wechselwirkung kann es zu Kippkaskaden oder Dominoeffekten im Klimasystem kommen, durch die letztendlich, wie neueste Ergebnisse zeigen, einzelne Kipppunkte oder Schwellwerte sogar etwas niedriger werden im Klimasystem. En d'autres termes, même une augmentation minime de la température mondiale pourrait enclencher localement certaines bascules. Chaque dixième de degré compte. Et si 2 ou 3 points de basculement sont franchis en même temps, c'est tout le système climatique qui peut déraper. Notre planète pourrait-elle alors vraiment devenir invivable ?
Die Extremwetterlagen, die wir momentan sehr stark beobachten, werden immer mehr zunehmen und immer häufiger werden. Und das sind, glaube ich, Konsequenzen, die können wir in ihrer vollen Gänze heute noch nicht abschätzen, aber wir kriegen schon heute trotzdem einen ersten Vorgeschmack dessen, was uns in Zukunft erwarten wird. Cela n'augure vraiment rien de bon. Et nous sommes encore loin de mesurer l'ampleur des dégâts que nous avons déjà initiés. Ich beneide die zukünftigen Generationen beneide ich nicht. Also es ist wirklich ein Problem, was auf sie zuläuft. Und im gleichen Moment befällt mich eine Schuld. Denn im Grunde genommen ist meine Generation es gewesen, die das verursacht hat. Nous et les générations futures ne serons pas les seuls à en pâtir. Les écosystèmes de l'Arctique et de l'Antarctique seront aussi totalement bouleversés. Le réchauffement des océans a déjà fait disparaître les 2/3 des récifs coralliens au large de l'Australie. Et sur la côte ouest des États-Unis, les bancs de poissons et de crustacés meurent par milliers en raison d'une insuffisance de dioxygène due au réchauffement de l'eau. Au large des côtes turques, de gigantesques tapis d'algues se répandent à la surface de l'eau, menaçant d'étouffer toute vie sous-marine. Comme un avant-goût d'apocalypse. Wir haben noch eine Chance, wenn wir es schaffen, die globale Mitteltemperatur auf deutlich unter 2 Grad zu halten und auch langfristig auf 1,5 Grad zu begrenzen, die globale Erwärmung, dann bedeutet das, dass wir große Teile von Grönland und der Antarktis auch noch retten können. Qui aurait imaginé que la fonte des glaces des lointaines contrées polaires nous affecterait aussi directement? Et pourtant, l'Arctique et l'Antarctique nous concernent de très près. Le problème n'est pas seulement la fonte de la banquise, vitale pour que l'ours polaire puisse chasser, ni l'habitat du manchot au pôle sud qui se réduit comme peau de chagrin. La disparition de la glace, c'est l'affaire de toute la planète. La bonne nouvelle, c'est qu'il est encore temps de ralentir la fonte des glaces, voire de la stopper. Mais pour cela, nous devons agir en conséquence au cours des 10 prochaines années. Sinon, il sera vraiment trop tard.